Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de nous rejoindre. Projet de loi des finances 2017 jugé trop ambitieux, irréaliste, mais pourtant voté à l'unanimité des députés. La loi sur les collaborateurs externes, celle relative au partenariat public et privé, puis au code des marchés publics, bruyamment décriées les unes après les autres par les travailleurs et pourtant votées au Parlement avant d'être respectivement déclarées contraires à la Constitution puis jugées irrecevables. Des textes de loi non moins irréprochables, mais souvent passés comme une lettre à la poste devant le Parlement béninois, on ne les compte plus. Du bout des doigts, mesdames, messieurs, la pratique, certes, n'est pas nouvelle, mais la récurrence commence par inquiéter plus d'un, au point parfois de susciter l'indignation. Mais qu'y a-t-il réellement? De quoi se mettre Mattel en tête face à une pratique aussi vieille que les institutions qui les génèrent? Qu'est-ce qui sous-tend ces textes de loi taillés à la limite sur mesure? Et ce, votés à la va-vite, quelquefois en contradiction flagrante avec des textes de loi constitutionnellement établis. Et que faire, mesdames, messieurs? Ce sont là les préoccupations majeures au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème à débattre, insuffisance notoire au niveau de tests de loi votés au Parlement. Simple jugement de valeur ou réelle faiblesse de l'institution. Mais avant l'instant débat, l'actualité, telle vue par certains canards, à nous parvenus ce jour. Ce sera juste après ceci. A parcouru la une de ces quotidiens pour nous, Kodovia Mitonou, que nous retrouvons une fois encore. Il prend position et on se retourne déjà vers lui. Kodovia Mitonou, bonjour. Bonjour Joël Etondi, bonjour à nos amis friands de cette page, de cette émission 100% Bénin. Il paraît souvent, hein, il paraît, c'est un constat. Je dis, c'est une période de vache maigre, mais oui, tout à fait. Il y a toujours de quoi se mettre sous la dent. Oui, mais ce n'est pas la quantité qui importe, c'est la qualité. Et en la matière, nous avons la qualité ici. La qualité, qu'est-ce qui prédomine? C'est beaucoup plus les libertés individuelles et collectives qui sont menacées et beaucoup de canards sont revenus sur le fait. Il y a la détention, la garde à vue prolongée de Laurent Métognon, sans oublier des analyses qui ont été faites sur ces libertés embrigadées sous l'ère de la rupture. Vous avez la parole. Merci à vous, Joël Etondi. On démarre avec le quotidien Actu Espèce de Médéric François Gongo qui met en titre « Spirale de menaces sur les libertés individuelles et collectives, la grande reculade démocratique sous talon, une atmosphère de terreur dans une dynamique de mal-gouvernance. » Et puis, prorogation de la garde à vue de Laurent Métognon. Ses avocats parlent d'un dossier vide, une cascade de soutien pour le militant attitré des droits de l'homme. Et puis le quotidien La Dépêche, affaire Laurent Métognon. Ses avocats dénoncent la vacuité du dossier pour avoir mis enceinte une élève mineure. Un professeur écope de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et puis marché aux esclaves en Libye. Eh bien, un enfer qui ne date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, Emmanuel Macron parle d'un crime contre l'humanité. Le quotidien La Nouvelle Tribune, affaire Laurent Métognon, eh bien, le rapport de fin de mission du président du conseil d'administration de la CNSS. Et puis, face aux défis du changement climatique, la FAO renforce les capacités des acteurs pour une agriculture de résilience intelligente. Et puis, procédure de radiation du capitaine Tréco, les centrales et confédérations syndicales en sit-in lundi. Et puis, parlant toujours de la sensibilisation des populations sur le RAVIP, eh bien, la Nouvelle Tribune pense que c'est une preuve du désœuvrement du gouvernement de Patrice Talon. Et puis, quotidien Matin Libre, gouvernance sous la rupture de la fratrie d'Ayon prend le Bénin en otage. Et puis, indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique, édition 2017, Joël Etondi. Le Bénin, c'est des progrès, mais aussi des signaux d'alerte. Et puis, garde à vue de l'ancien président du conseil d'administration de la CNSS à l'Ocertide. Eh bien, les avocats de Métognon dénoncent un dossier vide. La CSTB en meeting ce matin. CSTB en meeting ce matin, ça c'est l'affaire
Maintenant, merci. Autre sujet qui retient l'attention, c'est cette question de liberté, cette question de privation de mouvement. Plus précisément, à la une de la Nouvelle Tribune, j'ai pu retenir que les centrales et confédérations syndicales, c'est au total, donneront de la voix lundi pour l'affaire Patrice Tricot, le capitaine des eaux et forêts, qui serait aussi en difficulté pour avoir donné de la voix. C'est quoi encore cette affaire? Oui, ben ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est passé d'abord au correctionnel et aujourd'hui, c'est probablement sa radiation qui a agité, ce que les centrales et confédérations ne comprennent pas, parce que c'est un des leurs, c'est un syndicaliste forestier qui a osé dénoncer le fait que les forestiers soient privés de leur rôle essentiel. C'est des gardiens de l'environnement. Et lorsque vous cédez un domaine à des expatriés et que vous leur concédez pratiquement l'espace comme un blanc-seing, mais ça pose problème, puisque le domaine en question ici, il s'agit aussi bien de la faune que de la flore. Et l'autre estime simplement que les forestiers doivent continuer à jouer leur rôle régalien, puisque lorsque vous cédez par exemple le parc W à des étrangers, ça veut dire qu'ils sont, et qu'il n'y a même plus l'œil de l'État. L'œil de l'État ici, c'est les forestiers. Et s'ils ne sont même plus là pour contrôler la gestion au moins de l'environnement, les essences essentielles qui sont protégées jusque-là et qui sont quand même en voie de disparition peuvent être soumis à n'importe quel traitement. On peut les abattre et donc les transporter et partir comme cela se doit. Et donc les forestiers estiment qu'il faut préserver l'environnement, au moins à travers leur présence sur le terrain. Est-ce que ça là, c'est un problème ? Une grosse interrogation, une question qui sera aussi élucidée dans les tout prochains jours. L'homme sera-t-il radié? Ça reste la grosse interrogation, mais la procédure paraît à beaucoup évoluer. Mesdames, messieurs, c'est tout pour cette tranche que vous aimez tant. On se retrouve demain pour une autre rubrique du genre. À très vite. Mesdames, Messieurs, merci et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Projet de loi des finances exercice 2017 jugé trop ambitieux, réaliste, mais pourtant voté à l'unanimité des députés. Loi sur les collaborateurs externes, celle relative au partenariat public-privé, puis au code des marchés publics, bruyamment décriée par les travailleurs et pourtant votée au Parlement avant d'être respectivement déclarée contraire à la Constitution, puis jugée irrecevable. Des tests de loi non moins irréprochables, mais souvent passés comme une lettre à la poste devant le Parlement béninois. On ne les compte plus, ces gens de tests. De bout des doigts, la réalité crève les yeux et la pratique, certes, elle n'est pas nouvelle, mais la récurrence commence par inquiéter plus d'un, au point parfois de susciter l'indignation collective. Mais y a-t-il réellement de quoi se mettre Mattel en tête face à une telle pratique aussi vieille que les institutions qui les génèrent elles-mêmes? Qu'est-ce qui sous-tend ces tests de loi taillés à la limite sur mesure et se voter à la va-vite, quelquefois en contradiction flagrante avec des tests constitutionnellement établis? Et que faire? Ce sont là, mesdames, messieurs, les préoccupations majeures au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Thème à débattre, insuffisance notoire au niveau du test de loi voté au Parlement. Simple jugement de valeur ou réelle faiblesse de l'institution. Le débat, nous le ferons tout de suite et maintenant. Et sur ce plateau, deux invités à ma gauche, Francis Amoussou, ancien parlementaire et fut député lors de la 4e législature. Il est dit, il fait partie des législatures et en fait la fierté du Parlement béninois. Francis Amoussou, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. En face de vous, pour l'instant débat, un professeur de droit à l'université, ancien garde des Sceaux, il a nom Victor Tokpanou, très disponible. Victor Tokpanou, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Oui, légiférer, l'une des missions régaliennes des élus du peuple, et pourtant assez de griefs depuis peu autour d'un certain nombre de tests de loi, à croire que les députés ont décidé non d'accompagner le peuple dans sa grande volonté, mais d'assouvir un quelconque
un intérêt ou préoccupation, autre en tout cas que celle des populations. Une vue d'esprit, une réalité. Je me retourne d'abord vers l'élu du peuple, Francis Amonsou. Légiférer, est-ce aussi aisé que le peuple le croit? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Disons que c'est un sujet assez important. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution de la République. Donc, en principe, il y a l'exécutif et il y a l'Assemblée qui a, comme vous le dites, pour attribution le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale. En principe, tel que ça se passe dans notre pays, avec l'élection de liste, nous n'avons pas des députés de chaque région ou de chaque ville. Nous avons une liste qui est approuvée. Nous avons une majorité qui se dégage. Et nous avons en principe des gens qui sont élus sur la base des convictions dégagées et de ce qu'il y a eu comme programme préétabli. Dans cette situation-là, on ne devait pas se poser de problème parce qu'au départ, on sait pour qui on vote et pourquoi on vote pour ceux-là. En principe, il ne devrait y avoir pas de problème. Donc, ils sont là au service du peuple et en principe cherchent à améliorer les conditions de vie du peuple à travers les lois qu'ils votent. Alors, Francis Amonsou, dans les faits, comment observez-vous ces pratiques? Aujourd'hui, moi, je pense que, qu'on le veuille ou non, avec un peu d'objectivité, nos propres députés qui sont là aujourd'hui, la 7e législature, je pense que beaucoup ne se reconnaissent plus. Les députés eux-mêmes ne se reconnaissent plus. Beaucoup ne se reconnaissent plus. Mais il y en a qui ne savent pas quoi faire. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Ils sont contraints eux-mêmes de faire ce qu'ils font. Ils sont eux-mêmes. Je suppose qu'ils sont contraints eux-mêmes de faire ce qu'ils font. Parce que, si vous regardez, partons du lendemain des présidentielles, vous avez une majorité qui était là, ou en fait, une assemblée qui était pratiquement à égalité, avec peut-être 2 ou 3 voix d'écart sur les 83. Quand on est sorti du vote pour l'élection du bureau au lendemain des législatives de 2015, la différence, c'était à 1 voix près entre l'équipe qui a gagné et l'équipe qui a perdu. L'équipe qui était au pouvoir avait sensiblement le même effectif que l'équipe d'opposition. Dans une situation pareille, 1 an après, ça change. Ça tient 1 an après, on va au présidentiel, on a quelqu'un qui a gagné, qui est supposé n'avoir pas de député à l'Assemblée, qui tout au plus a eu des députés de la 7e législature qui l'ont soutenu, qui ont fait campagne avec lui. Ceux-là sont connus. Mais on doit avoir un Parlement des plus équilibrés aujourd'hui, des plus objectifs, parce que ceux qui étaient là majoritairement n'ont pas accompagné le président élu. C'est ce qui devrait être, cite l'honorable député Francis Amonsou, mais les faits, que donne-t-il? Victor Tokpanou, observateur, il vous est arrivé d'observer un certain nombre de pratiques au niveau des tests de loi. Quant à leur vote, j'ai cité quelques tests de loi pour lesquels beaucoup de voix se sont élevées, mais qui sont quand même passés, et la pratique semble de plus en plus prendre de l'ampleur. On doit s'interroger ou ça reste dans la normalité, pour parler simplement des choses. Écoutez, je pense que vous soulevez là une question très importante qui a plusieurs branches, qui a plusieurs dimensions. Le premier, avant de l'énoncer, permettez-moi de rappeler que vous aviez dit, et l'honorable l'a rappelé, l'a confirmé, que la prérogative essentielle du député, c'est le vote de la loi.
On y a ajouté dans notre Constitution le contrôle de l'action gouvernementale. Mais son activité principale, c'est le vote de la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut rappeler que dans notre Constitution, c'est l'article 98 qui définit le domaine de la loi. Et quand vous le prenez, cet article 98, il est probablement l'un des plus longs, quasiment une vingtaine de tirets, pour bien montrer que la plupart des secteurs dans lesquels nous évoluons collectivement dans notre société sont susceptibles d'être régulés par la loi et non pas par des actes réglementaires. À partir de ce moment-là, il est important de savoir ce que c'est que la loi. Et c'est là que l'approche de Jean-Jacques Rousseau est tout à fait pertinente en la matière. Pour Jean-Jacques Rousseau, la loi ne peut être rien d'autre que l'expression de la volonté générale. Et il va plus loin dans son explication en disant que la volonté générale n'est pas la somme des volontés, mais précisément ce qui représente l'intérêt collectif. À partir de ce moment-là, la question qui s'impose, c'est de savoir si nos députés, ou si, de façon plus globale, l'acteur politique béninois a la même conception de la loi que celle énoncée par Jean-Jacques Rousseau. Et c'est là où je pense que je vais un peu m'éloigner de l'analyse de l'honorable pour dire que malheureusement, je ne crois pas que les acteurs politiques béninois aient cette conception de la loi. Pour eux, je ne suis pas sûr que la loi devrait être l'expression de la volonté générale. En général, elle est conforme, elle est consubstantielle même à la conception que nous nous faisons de l'État au Bénin. Et effectivement, pour beaucoup de Béninois, l'État, finalement, n'est qu'un immense gâteau. Immense gâteau. Un immense gâteau, à part multiples, auquel il faut absolument tout faire pour accéder une fois dans sa vie afin de prendre sa part. Cette conception est très majoritairement partagée par les élites politiques. Elle est confirmée par un certain nombre de comportements des Béninois à la base. À partir de ce moment-là, la lecture que l'on fait des textes de loi et que je fais des textes de loi, c'est à chaque fois de me demander quels sont les intérêts particularistes poursuivis par cette loi. Fort heureusement, dans notre système, nous avons un système de contrôle de constitutionnalité. Et c'est précisément au niveau du contrôle qu'il y a une espèce de rééquilibrage qui se fait entre les intérêts particularistes comportés dans une loi, d'une part, et d'autre part, le désir de faire respecter un tant soit peu l'esprit même de la Constitution. C'est pour ça, justement, c'est face à ce déséquilibre, ou en tout cas ce désir de rééquilibrage, que vous avez un certain nombre de lois que vous avez citées qui ont été justement retoquées par la Cour constitutionnelle. Sinon, si ça n'était pas un conflit de conception, je fais le pari que nos députés avaient les capacités intellectuelles de savoir que certaines lois ne devraient pas être votées en l'état. Je fais le pari. Parce que le pari contraire viendrait à leur faire une injure de penser qu'ils sont incapables de comprendre. Mais moi, je suis convaincu qu'ils sont capables de comprendre. Et les députés pourraient le confirmer tout au long des échanges, puisque je sais un peu comment fonctionne, comment ça se passe le travail des parlementaires depuis la commission des lois, où n'y vont prioritairement que ceux qui y sont inscrits, même si c'est ouvert à l'ensemble des députés qui le désirent. Et donc, c'est forcément un travail technique qui se fait. Maintenant, nécessairement, on a besoin d'un habillage politique, surtout lorsqu'il s'agit de projets de loi sensibles politiquement, économiquement, socialement. À partir de ce moment-là, je crois que ce qui explique, pour l'essentiel, à mon sens, c'est cette conception péjorative que nous avons de l'État et qui se traduit dans toutes ces manifestations du début, du plus haut niveau jusqu'au plus bas. Oui, Francis Amossou, la conception que les acteurs politiques ont de l'État, un handicap à la conception et au vote d'un certain nombre de textes de loi, vous l'approuvez ou vous pensez que le problème fondamentalement est ailleurs? Non, disons que comme le dit le professeur, ça dépend du niveau culturel que nous avons, le niveau de connaissance que nous avons, le niveau d'alphabétisation de nos populations.
Et ce qui fait que beaucoup même de candidats à la députation ne savent peut-être pas ce qu'ils ont à faire à l'Assemblée. Ils veulent être députés. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, cela fait pitié. Cela fait pitié parce que, comme je l'ai dit en disant, on avait une situation équilibrée et qu'on a eu du jour au lendemain un groupe de 59-60 députés dans un camp présidentiel et où aujourd'hui les projets de loi qui devaient venir à l'Assemblée viennent sous forme de propositions de loi, donc portées par des députés, qui en fait, le contenu pose beaucoup plus de problèmes qu'il ne règle. Même là, lorsque la conscience y est quand même, on peut se permettre de proposer quelque chose qui engage l'intérêt collectif, non? Il y a le professeur qui soulignait tout à l'heure que s'il eût été des questions d'intérêt un peu trop particuliers, on n'assisterait pas forcément à ce à quoi on assiste. Certes, je vous accompagne, mais est-ce que cela m'empêche de vous dire ce qui est? Oui, vous avez raison, comme on le dit, mais ce que nous vivons, c'est ça qui nous fait poser beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous savez, la vague de tests de loi qui est passée à partir des séminaires de 2 jours en dehors de Cotonou, où avant même que les projets ne soient déposés à l'Assemblée, vont directement, on va les exposer aux députés pour avoir tout de suite leur soutien. Mais là aussi, il n'y a pas eu de réaction des députés non plus. Mais ils sont consentants. Ils sont consentants parce que ça dépend de ce qu'ils gagnent en faisant comme ça. Parce qu'en réalité, tel que ça se passe, le peuple souffre. Vous avez cité des tests de loi. Vous avez cité des tests de loi qui n'ont pas attiré l'attention. Le cas aujourd'hui du RAVIP, il est passé dans ce lot. Ce lot où on a parlé de collaborateurs extérieurs, c'est dans la même série que c'est passé. Et personne n'a cherché à comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur. On a dit non, c'était juste pour faire l'identification. Et c'est passé. Sur les collaborateurs extérieurs, ça a été la même chose. Beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de syndicalistes disaient, alors faites attention. Et les gens disent non, il n'y aura rien. En fait, ils n'ont même pas eu. Je suppose. Je me dis, même tel que ça s'est passé, beaucoup de députés n'ont pas pris connaissance des tests parce que, pour eux, ils avaient une mission, il faut plaire. Vous dites des choses suffisamment graves là. Ça se travaille comme ça, les députés avec ses prérogatives et puis les mesures de protection dont ils disposent pour travailler en toute liberté, doivent travailler en se disant qu'il faut plaire. Ah oui, ben parce que si tout le monde a couru pendant qu'on ne vous a pas fait appel, couru vers les gens, vers le pouvoir arriver, qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous devez vous faire courtiser parce que vous représentez quelque chose. C'est aussi la pratique. Ça devait être la pratique. Parce que c'est le pouvoir qui devait aller vers vous pour dire, on a besoin de vous sur la base de tel, tel. Et si tout de suite vous êtes déjà dispo, donc vous êtes mis à la disposition des gens, eh bien on vous regarde et comme ça, on vous dit, faites ce job-là. On vous ramène des choses pour dire, portez ça. Voilà ce qui se passe. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et ça, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, eux-mêmes, ils se regardent dans la glace, ils se posent des questions eux-mêmes. Victor Tampanon, je suis tenté de dire que je perds mon latin maintenant, je dois pouvoir tenir, on continue avec cette émission. Mais là, c'est un élu du peuple qui est resté longtemps, un élu du peuple un jour, élu du peuple pour toujours. Donc, qui fait des témoignages suffisamment, là, accablants, à faire dresser les cheveux sur la tête, oui, mais des observations, oui, pertinentes. Mais ça... On se demande comment ça peut se jouer. Lorsqu'on sait quand même qu'on a des garanties, un élu du peuple, ce n'est pas un kidam. Il dispose et des moyens pour faire son travail, mais aussi des mesures pour assurer sa protection. Si menace, il doit y avoir. Non, je pense que le député a raison. Et je suis juste surpris que vous tombiez des nues parce que probablement pour la première fois... Pour des rumeurs. Mais enfin, ce que je vous dis, c'est qu'il faut trouver une logique à travers ce que je vous ai dit dans mes premiers propos. Autrement dit, nous avons laissé faire, nous avons laissé s'incruster dans nos esprits ce que j'appelle cette conception péjorative de l'État.
Et quand on a cette conception, on agit en fonction de cette conception. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que de la conception que l'on a de quelque chose dépend le rapport que l'on a avec cette chose. Si vous êtes convaincu que l'État finalement n'est qu'un immense gâteau, vous allez vous comporter comme s'il faut aller juste pour prendre leur part. Et ce que le député ne dit pas, c'est précisément que ces députés qui sont partis former le bloc de la majorité présidentielle, c'est certainement parce que en amont, ils y ont trouvé leur intérêt particulariste. Et ça, si vous n'avez pas conscience des conséquences de cette conception, c'est maintenant que vous vous en rendez compte. Et pour ça, je vais vous dire deux choses. La première, c'est le mode de désignation de nos députés. Est-ce que vous avez jamais vu dans notre pays, à la veille d'une élection législative, même si ça doit être en principe au pluriel, à la veille des élections législatives, des débats sur des programmes de gouvernement, ou ce qu'on appellerait des débats sur des programmes de législature, puisque nous sommes dans un régime présidentiel, en tout cas, qui se dit présidentiel. Vous nuancez à ce niveau aussi? Oui, j'ai écrit là-dessus plusieurs fois, sur la nature du régime de notre pays, que je considère comme un régime présidentialiste démocratique, beaucoup plus qu'un régime présidentiel. Parce que le régime présidentiel a un idéal type qui est celui des États-Unis. Aux États-Unis, que le président soit démocrate ou républicain, lorsqu'on va aux législatives, on y va sur un programme de législature. De sorte que toutes les fois où les députés américains qui ont un président qui a une couleur différente de leur couleur, c'est-à-dire si la majorité à l'Assemblée est républicaine et que le président est démocrate, toutes les fois où ils ont la possibilité de faire passer des éléments de leur programme de législature sur la base duquel ils ont été élus, ils le font. Or, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un député doit introduire un amendement qui a une implication budgétaire, on le somme de prévoir en contrepartie les sources de ce financement avant que son amendement ne soit recevable, avant qu'il ne soit recevable. Du coup, ils n'y vont pas sur la base d'un programme. Je vous mets au défi. Il n'y a jamais eu de programme de législature à la veille des législatives. Mieux, et c'est le deuxième élément. Il faut demander aux députés, si on veut continuer de faire des révélations, on va vous en faire. Mais les gens ne sont pas élus forcément sur la base d'une liste. C'est juste parce que de façon formelle, la loi oblige d'être sur une liste pour y aller. Sinon, moi j'ai vu, attendez, il y a dans ce pays un maire qui a été régulièrement élu député, mais qui n'a jamais siégé. Dès qu'il finit d'être élu, il retourne à sa mairie et il laisse son siège à son suppléant. Et pourquoi donnez-vous cet exemple? Mais parce qu'il se fait payer par le suppléant qui finance sa campagne et il y trouve son compte. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? J'ai la certitude. Il ne faut pas continuer de se voiler la face. Et la plupart des listes qui sont constituées, on retient sur 90% des députés, on les retient parce qu'on estime qu'ils ont un potentiel financier pour animer, ou en tout cas, financer la campagne. Non, vous pas connaissez beaucoup de potentialité pour pouvoir mener des débats objectifs. Mais non, vous le savez. Pourquoi on va continuer de se voiler la face? C'est peut-être pour ça qu'on n'avance pas dans le pays. On le sait. Sur deux candidats, on préfère celui qui est capable de financer, même s'il est analphabète. C'est lui qu'on mettra en première position, on mettra en deuxième, troisième position, ceux qui sont supposés être moins riches et qui, en conséquence, peut-être de par leur popularité, peuvent apporter quelque chose de plus, mais qui n'ont pas les moyens. Mais quand vous avez fait tout ça, pourquoi vous étonnez qu'à l'Assemblée, ils ne défendent que leurs intérêts? Moi, je suis parfois sévère. Je pense qu'il y a à peine 10% de nos députés qui ont le sens des responsabilités pour lesquelles ils vont là-bas. 90%, ils y vont pour leurs propres affaires. Ils sont tous, soit de façon directe ou indirecte, des hommes d'affaires, ou alors ils le sont de façon indirecte
en tant que protecteur d'hommes d'affaires. Mais qui ne le sait pas au Bénin? Et après, pourquoi vous vous étonnez de la qualité des tests qui sont votés? Et c'est pour ça que je dis, fort heureusement, que nous avons l'étape du contrôle constitutionnel. Et ceux qui sont là-bas, malheureusement, ils ne sont que 7. Très bien, c'est ce que nous avons voulu. Mais ils sont submergés. Vous imaginez qu'ils soient saisis de toutes ces lois qui doivent venir. Des fois, ça prend du temps. Et des fois, ils mettent 6 mois, simplement parce qu'il y a beaucoup de lois dans le pipeline. Beaucoup de lois. Donc, en fait, je veux dire... Donc, ça vote de l'autre côté et ça envoie seulement. Oui, en principe. C'est ça. Et maintenant, quand eux, ils prennent leur temps pour regarder, ils se rendent compte que les députés ont fait quelques bêtises. Heureusement, toutes les lois ne sont pas frappées d'inconstitutionnalité. Fort heureusement. Ça veut dire qu'il y a quand même des lois qui passent. Mais si depuis quelque temps, certaines lois importantes ont été frappées d'inconstitutionnalité, c'est bien parce que derrière, l'esprit et la conception que nous avons et de l'État et de ses démembrements, parce que l'État, c'est aussi l'Assemblée nationale. Le député a rappelé tantôt que c'était le deuxième pouvoir. Effectivement, ils font partie de l'État. Mais s'ils ont tous cette conception de l'État, pourquoi vous attendez d'eux des choses forcément de qualité? Donc, ce n'est pas demain la veille. Non, ce n'est pas demain la veille. Si on veut le changer et de façon accélérée, il faut qu'on fasse les premières réformes importantes. Notamment, vous ne pouvez pas continuer de faire élire des gens simplement parce qu'ils ont de l'argent. Vous ne pouvez pas continuer de faire élire des listes sans même un programme de législature. Le palliatif, on va y revenir encore amplement tout à l'heure. Oui, l'honorable député, vous êtes aujourd'hui avec un peu de recul quand vous observez la façon dont ça fonctionne par rapport à cette mission première. Eh bien, quel est le sentiment qui vous anime? C'est vrai que je suis suffisamment déçu. Suffisamment déçu. Les collègues aujourd'hui que je rencontre qui sont députés, ou les anciens, lorsque on aborde comment ça se passe aujourd'hui, ce que nous voyons de loin ou de près, c'est la déception par rapport à ce que quand même l'Assemblée devrait être. La proposition de loi, je me rappelle que ça venait, mais c'était des initiatives personnelles sur la base des préoccupations soulevées à certains endroits où on échange entre des députés, on dit il y a telle chose, comment est-ce qu'on peut faire? Vous commencez donc à réfléchir ensemble et une équipe se dégage volontaire pour faire une proposition et vous allez étudier. Le problème que ça pose, généralement, les propositions de loi aujourd'hui, on en a suffisamment. Ça fait sourire parce que quand vous faites une proposition de loi, vous devez recueillir l'avis de l'exécutif avant de l'introduire. Parce que l'effet financier, il faut, c'est vous qui n'avez pas l'argent. C'est l'exécutif qui a le budget. C'est lui qui doit donc dire c'est possible, on peut trouver des ressources pour cela. Donc, pour le prochain budget, on peut prendre en compte. Donc, vous pouvez avancer. Parce que l'avis de l'exécutif est nécessaire quand vous faites une proposition de loi. Mais aujourd'hui, on n'a que des propositions de loi. C'est comme si, du coup, c'est bon. Alors que ça veut dire que ça vient de là-bas, de l'exécutif, et on fait porter aux députés. Parce que tout est réglé, les conditions sont réglées là-bas. On a déjà garanti les ressources. Ça devrait en principe permettre aussi d'aller de l'avant, non? Maintenant, si on préfère la proposition de loi à la place des projets de loi, c'est parce que la proposition de loi est plus facile, puisque ça ne vous oblige pas à passer devant la Cour suprême pour un contrôle au départ. Alors que l'exécutif, si c'est un projet de loi, va passer par pour prendre l'avis de la Cour suprême avant de revenir à l'Assemblée. Donc, et beaucoup donc... c'est un moyen de contournement? Ça peut traîner, donc on peut régler tout de suite. En prenant porté par un député, proposition de loi, on va très vite. Et puis, on arrive, la proposition de loi même à l'arrivée peut être quelque chose qui est contraire aux intérêts des électeurs du député, puisque lui, il l'a porté. Et vous voyez des députés en train de porter des propositions de loi aujourd'hui, oui. Aujourd'hui sur comment on appelle les collaborateurs extérieurs, oui. C'était une proposition de loi. C'est vrai. Et ça a créé des problèmes aux travailleurs. Le problème est tout entier. Il est là, donc c'est tout pour regarder. Alors, si on peut aller un peu plus loin sur, parfois, ce qui se généralise et qu'on constate, lorsqu'on
on abandonne, on laisse un peu les députés. On regarde maintenant les élus au niveau des conseils communaux. Vous voyez ce que nous vivons? Prolongement. C'est un peu la faute encore aux élus du peuple. Non, non, les tests qui sont là, les tests sur la décentralisation, sont suffisamment clairs. Ne permettent pas ce que nous vivons là. Est-ce que les élus du peuple là-dessus, par exemple, avaient pris les mesures qui s'imposaient en tenant vraiment compte de l'environnement? Oui, avec ce qui se vit aujourd'hui, est-ce que suffisamment de gants avaient été mis pour pouvoir prendre des tests qui pourraient faire éviter le trop de débordements observés aujourd'hui dans la destitution des maires, puisque c'est ce que vous évoquez. Voilà. Alors, si on doit parler de la destitution des maires, parce que il faut être que les lois telles qu'elles ont été conçues et corrigées par la suite avec la loi électorale pour les dernières élections qu'on a eues, tirant le son un peu de ce qu'il y avait eu comme tentative de destitution au début de la décentralisation, les corrections sont intervenues à la suite. On a dit, c'est la liste majoritaire sortie des urnes qui désigne le maire. En tout cas, il y a eu des interprétations récemment, quand on prend le cas de Paracourt. Mais justement, c'est pour dire oui, que c'est nous-mêmes qui ne respectons pas nos tests de loi. La liste majoritaire, c'est elle qui dégage le maire en son sein. C'est pour faire respecter en fait la stabilité au niveau de l'exécutif des conseils communaux. Là encore, c'est aujourd'hui ce que nous faisons. En principe, si ça se passe comme ça, la Cour suprême devait pouvoir intervenir lorsque on l'a saisi pour redresser. Si la Cour l'avait fait une ou deux fois, je pense que les gens auraient déjà arrêté avec les institutions. Oui, par rapport à ce sujet, il s'agit aussi de tests de loi qui régissent quand même la décentralisation au Bénin. Oui, là-dessus, est-ce que le travail qui devait être fait hier, lorsqu'il a été question de vous tester ces tests, même si un toilettage est intervenu à mi-parcours, le travail de fond qui devait être fait a véritablement été fait? Je pense que sur cette question-là, il faut avoir l'honnêteté de répondre oui. Parce que les premiers tests que nous avons eus sur la décentralisation datent de 1995. Ils sont restés plus ou moins stables, même si à l'exercice, on s'est rendu compte d'un certain nombre de dysfonctionnements. Donc, fondamentalement, on ne les a pas changés. Mais ce qu'on a changé, c'est justement le code électoral, la loi électorale, non pas la gestion quotidienne des municipalités et des communes, mais davantage le code électoral. Effectivement, on s'est rendu compte que lors des dernières mandatures, il y avait eu ce qu'on a appelé des pratiques totalement sauvages, où on kidnappait carrément des conseillers élus pour pouvoir prendre leur procuration et préserver une certaine majorité. On les a vus. Je pense que c'est remonté à la face de l'opinion. L'opinion s'y est mêlée. Les députés en ont tenu compte en se disant, bon, c'est vrai, c'est une pratique de notre âge, allons vers beaucoup plus de civilisation. Et donc, on a décidé qu'à partir des élections communales de 2015, le maire devrait sortir de la liste majoritaire. Et je suis tout à fait d'accord avec le raisonnement du député, puisque c'est une disposition qui est censée corriger des dérives constatées. Or, il se trouve que malgré cette loi, on observe à nouveau les mêmes dérives. Hors de deux choses l'une, ou on avait fait un mauvais diagnostic, ou alors c'est l'organe chargé d'appliquer la loi qui fait défaut. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui quand il indexe la Cour suprême. En principe, je ne sais pas s'il y a eu des saisines de la Cour suprême, mais ce qui se passe sous nos yeux est juste attentatoire à la loi. On ne peut pas avoir fait une loi en disant que le maire doit sortir de la majorité, et puis en cours de route, changer d'interprétation en disant finalement ce n'est plus la majorité sortie des urnes, mais c'est la majorité sortie des députés et des conseillers communaux. C'est complètement contraire à la loi. En tout cas, on revient toujours par rapport à ces tests de loi à voter. S'il y en a aujourd'hui un test qui pour vous pose fondamentalement problème, mais qui est déjà bien opérationnel, c'est lequel? Écoutez, je pense qu'il y en a un qui est d'actualité. Et c'est le RAVIP, qui a commencé sans projet de loi. Et c'est en cours de route qu'il y a eu un rattrapage.
Et ça, même les députés, ils parlaient tout à l'heure de leur malaise. Il y en a certains qui, quand même, en privé, finissent par se confier. C'est quand même extraordinaire. En privé seulement. Enfin, en attendant, le système politique que nous avons, structuré autour de la conception que nous nous faisons de l'État, nous amène à ne garantir que nos intérêts individuels. Donc, aussi longtemps que le silence sert nos intérêts individuels, on gardera le silence. À partir du moment où il ne nous garantit plus nos intérêts, à ce moment-là, on parlera. Et c'est malheureusement de ça qu'il s'agit. Et si vous voulez que ça change, il faut retourner à la conception que nous nous faisons de l'État. Et moi, avec la profession qui est la mienne, celle d'enseignant à l'université, je me fais un énorme plaisir de l'expliquer aux jeunes enfants en faisant le pari que leurs aînés, aujourd'hui, sont complètement perdus pour la République. Définitivement perdus. Mais alors, par rapport à ce projet, ce test dont vous parlez, qu'est-ce qui vous embête personnellement? Mais écoutez, il y a beaucoup de choses. Il y a notamment la question de la numérisation, c'est-à-dire les données personnelles, qui en principe sont sous le contrôle d'une loi précédente. Et celle-ci vient un peu comme pour caporaliser la précédente. Donc plus personne ne parle de la loi sur la CNIL. Et pourtant, toutes les données ou alors les dispositions relatives à la sécurisation sont contenues dedans. Et il n'y a pas que ça. En cours de route, exactement comme ça s'est passé avec la LEPI, on nous avait expliqué qu'au départ, c'était juste un recensement à vocation administrative, et puis à la veille des élections, on nous annonce qu'elle aura une vocation électorale. C'est pareil pour le RAVIP aujourd'hui. On dit bien administratif, mais demain, il est évident que la vocation électorale apparaîtra très clairement. Vous dites évident. Vous ne croyez pas que vous vous trompiez là-dessus? Au point où on en est. Au point où on en est. Je suis prêt à faire des paris. Francis Amoussou, vous le ferez bien après. Dites, au nombre de ces tests aujourd'hui qui font grincer suffisamment de dents, il y en a vraiment qui, personnellement, vous embêtent? Bon, il faut avouer que je n'ai pas eu tellement de connaissances directes sur ces tests parce qu'il y en a toute une flopée. Donc chaque fois, vous voyez surpris par des tests qui passent? Ces derniers temps, ça a été une flopée. Et vraiment, je me demande si même les députés peuvent dire ce qu'ils ont retenu de ces tests de loi. Mais c'est en fait au fur et à mesure qu'on sort chaque test, qu'on voit ce qu'il y a dedans comme piège et qui est passé. Mais moi, je suis, contrairement au professeur, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport au RAVIP. Je me dis que le RAVIP, il va servir pour ce qu'il est en train d'être. Parce que les données qu'on demande sur le RAVIP, ces données, c'est les mêmes données que les données de la LEPI. Justement, alors, pourquoi en faire une deuxième? Donc, moi, je suis rassuré que la Cour constitutionnelle, ayant déjà tranché la question des élections chez nous, en disant qu'on ne peut pas aller aux élections sans la LEPI est là, elle n'est pas enterrée. Je suppose que la Cour ne va pas venir dire après qu'il faut aller aux élections avec le RAVIP. Il faut supposer. Je suppose, je suis tranquille. Je me disais que la Cour a tranché ce débat-là. Que le RAVIP... Je suis dans de vous donner votre avis, oui. Non, moi je suis plutôt inquiet. Parce que comme il y a un renouvellement de la Cour attendu pour le mois de juin de l'année prochaine, soit quasiment un an avant la prochaine élection, les prochaines élections législatives, je n'exclus pas la possibilité d'un revirement de jurisprudence. Donc il faut s'en inquiéter par avance, il ne faut pas attendre. Il y a encore que les décisions de la Cour sont sans recours. Oui, donc il faut s'en inquiéter avant qu'il ne soit trop tard et pas au moment où il est trop tard. Mais vous avez parlé que des projets de loi. Moi, il y a une autre décision de la Cour qui me préoccupe. C'est précisément celle sur le graphisme de la République. Oui. Vous savez que depuis que le président Talon est arrivé, sur tous les documents officiels apparaît un graphisme, une représentation graphique de notre drapeau. Oui. Un citoyen a raison à saisir la Cour constitutionnelle en disant que cette représentation graphique ne représentait en rien le drapeau tel qu'il est décrit dans notre Constitution. Et la Cour constitutionnelle lui a donné raison. En effet, ce graphisme représente le drapeau malien. Le drapeau malien et non pas le drapeau béninois.
Et la Cour constitutionnelle dit c'est contraire à notre Constitution parce que la description qui est faite de notre drapeau ne se retrouve pas dans ce graphisme. Donc, remplacez-les. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été remplacé. Alors, je trouve extraordinaire pour ceux qui connaissent Cotonou, puisque je sais que vous êtes suivi à l'international, quand vous arrivez entre le ministère de l'Intérieur et le CNHU, vous avez un petit institut, l'institut qu'on appelle l'INMES, des sages-femmes. Alors, je ne sais pas si c'est un pied de nez, parce qu'il faut bien préciser pour ceux qui ne sont pas à Cotonou, que tous ces bâtiments font face à la présidence de la République. Que donc, du côté de la présidence, c'est ce graphisme erroné, déclaré contraire à la Constitution, qui est là, qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est le même graphisme. Le ministère de la Défense est à côté, c'est le même graphisme erroné. Et que le directeur de l'INMES, lui, comme un coup de nez, un pied de nez, a fait faire son graphisme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire avec les couleurs et l'allongement demandé par la Cour constitutionnelle. Donc je me dis, ça ne coûte rien à la République de présenter les drapeaux tels que prévus par notre Constitution. Le silence, vous l'interprétez comment? Enfin, je n'interprète comme un scandale. Juste notre drapeau. Mettons notre drapeau. Ce que nous faisons, c'est le drapeau malien. Est-ce que c'est compliqué? Peut-être qu'un jour, les Maliens porteront l'affaire, mais elle n'a pas beaucoup d'importance. Mais sinon, c'est les Maliens qui vont se plaindre en premier. Tout à fait, Francis Amoussou. Ce sont des questions, entre autres, une question sur lesquelles le citoyen lambda attend souvent la réaction de l'élu du peuple. Et lorsqu'il y a un silence notoire autour, vous, dans la peau de député, vous l'interprétez aussi comment, de la part de vos pairs? En fait, ce que le professeur dit est vrai, c'est un constat, c'est une décision qui a été rendue par la Cour et qui devait corriger. Je pense, en principe, sur les papiers officiels qui partent de l'administration des ministères, en bas, le drapeau, il est mis de manière allongée, vert, jaune, rouge. Oui. Cela ne l'est pas. La correction n'a pas été faite. Ça oui. Être corrigé. Le problème que nous avons, ou bien en fait, je ne sais pas, lorsque la Cour tranche, ces décisions sont sans recours. Oui. Mais la suite, c'est quoi? Quand on n'exécute pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas que ça. Il ne se passe rien. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a même une décision importante. Les membres de l'ARCEP ont été invalidés par l'actuelle Cour. Et c'est cette ARCEP-là qui continue d'exister et qui prend les décisions. Je ne sais pas si la Cour même elle est impuissante de faire exécuter cette décision ou qui doit exécuter cette décision-là. Voilà. Et l'élu du peuple, dans le cas d'espèce, ne se trouve-t-il pas aussi dans l'obligation d'interpeller une fois encore? Je pense bien que ça pouvait repartir vers l'Assemblée pour poser des questions, peut-être pour demander à savoir pourquoi on en est là. Bon, en attendant, on attend de se faire taper sur les doigts par les Maliens. En tout cas, la question des tests de loi passés comme une lettre à la poste ou taillés sur mesure devient de plus en plus préoccupante parce que tel un vent, le temps passe, les gouvernants aussi, mais la République demeure et qui demain se retrouve dans telle posture peut se trouver aussi en train de proposer des tests qui répondent à ses aspirations profondes et non à l'intérêt général. Victor Tokwanou, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour essayer d'échanger la donne? Vous demandez à ce qu'on reconsidère la République. Un travail gigantesque, mais qui doit pouvoir le faire? L'éducation aussi, l'enseignement, je veux dire, qui est porté de belles initiatives, aider à façonner l'homme, serait aujourd'hui en souffrance. Vous voyez l'avenir comment? Mais écoutez, il vaut mieux espérer. Il vaut mieux espérer. Il reste l'espérance. Il ne nous reste que l'espérance. C'est triste à dire, mais pourtant c'est parfois important. Lorsque les hommes ont perdu toute capacité d'action sur le réel, ils s'en remettent souvent à la providence. Mais je crois que nous avons encore une marge. Et c'est la marge que j'appelle celle de la protestation. Je pense que la société béninoise ne proteste pas assez. En tout cas, il n'a pas protesté assez. Parce que le député a posé un problème très pertinent qui apparaît plus
clairement aujourd'hui que durant les mandats précédents. C'est l'incapacité dans laquelle on se retrouve lorsque des acteurs décident de ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. On ne l'avait pas eu à grande échelle par le passé. Donc ça n'a jamais été une préoccupation. On se disait finalement tous nos acteurs politiques sont raisonnables. Voilà. Et qu'ils savent que les décisions de la Cour étant sans recours, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est la respecter. Donc très très peu de décisions avaient été restées sans application. Là, on a le sentiment que en quelques mois, il y a eu une accumulation il y a quelqu'un qui a fait un calcul la dernière fois qui disait qu'en 18 mois, il y a eu 12 décisions qui sont restées sans application. Ça fait quasiment un par mois. Et donc, ça fait beaucoup. Et face à ça, on fait quoi? La seule chose qui reste en l'état actuel de la Constitution, c'est la protestation. C'est rappeler au président quelles sont ses obligations, rappeler aux députés quelles sont leurs obligations, rappeler aux ministres du président quelles sont leurs obligations, etc., etc. Et si on ne le fait pas, nous faisons sauter un des maillons importants, un des maillons essentiels de la démocratie, qui est l'action collective de la société civile. Alors, Francis Amoussou, là où le Bénin en est actuellement, vous avez l'impression que le peuple ne s'est pas suffisamment s'indigner, rien que pour son mieux-être? Bon, disons qu'on a un peuple moulé pratiquement dans la religion, qui tout de suite se remet en disant ça va changer, ça va venir, Dieu va nous aider. La situation actuelle, quelle est la solution à votre entendement? En réalité, c'est le travail donc, des intellectuels, c'est le travail des hommes politiques. Vous me donnez l'occasion de me souvenir qu'en fait, il y a une situation actuellement à l'Assemblée. Je pense qu'il faut interpeller les députés. Le renouvellement du COSLEPI, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Puisque pour eux, le RAVIP doit se substituer à cela. Le renouvellement du COSLEPI, il faut le faire. Et la Cour est là également. Je pense que à travers certaines informations, c'est que la Cour aurait relancé le Parlement pour le renouvellement du COSLEPI et que pour le moment, il n'y a pas de réaction. Je pense qu'il faudrait que les députés rappellent cela. Non, puisqu'il y a un bloc majoritaire. Au président de l'Assemblée qu'il faut renouveler le COSLEPI. L'avenir, comment l'entrevoyez-vous sur ces questions? Moi, je pense que l'avenir, il faut espérer. Merci beaucoup. Oui, Victor Topalon. Non, je prends acte de l'espérance. Vous prenez acte de l'espérance. Oui, mesdames, messieurs, merci. Vous l'avez compris. Nous venons ainsi au thème de l'émission du jour, l'espérance. Que l'espérance, quand on en arrive à se retrouver dos au mur et que l'issue semble de plus en plus obscure, mais jamais désespérée. Nous prenons rendez-vous pour notre émission de 100% BD. Ce sera demain. Aujourd'hui, c'est terminé. Et sur cette citation de l'auteur latin et homme d'État romain, Cicéron, je cite, « Misérable est la vie de ceux qui aiment mieux être craint qu'être aimé. La vie reste un choix, mais l'amour reste au-dessus de tout. L'issue la plus favorable, la plus épanouissante, ce qui paraît. » Merci d'être des nôtres en permanence. À demain pour notre numéro de 100% BD, toujours avec le même autre.